x, f de x plus une constante. Et là, notre constante, là, c'est 10. Donc, on retient ici que d de EC sur d de t est égal à d de W de f sur d de t. Cela implique que l'énergie cinétique est égale au travail de F plus une constante. Voici la relation que nous allons encadrer, qui est la relation numéro 6. Voici la relation numéro 6. Et nous allons considérer le mouvement du solide, c'est-à-dire que d'un point A vers un point B. Le solide, on considère qu'il se déplace, quelle que soit la nature de sa trajectoire, d'un point A vers un point B. Et ce solide que je représente ici, dans son mouvement, je dis bien dans son mouvement F que nous avons ici. Et lorsqu'il se déplace de A vers B, son énergie cinétique varie lorsque la vitesse aussi varie. Donc, on peut écrire pour un déplacement ou un déplacement de A vers B du solide. Pour ce déplacement, nous avons quoi? Pour un système qui se déplace de A vers B, l'énergie cinétique varie de A aussi vers B. Donc l'énergie cinétique en A est différente de l'énergie cinétique en B. Donc la variation de l'énergie cinétique pour un déplacement de A vers B, on note comme ça, elle est égale à l'énergie cinétique finale du point final qui est le point B, moins l'énergie cinétique du point initial qui est le point A. Donc, le système matériel, dans son mouvement de translation de A vers B, il est soumis à un ensemble de forces F. Je dis bien, il est soumis à un ensemble de forces F. Et la vitesse en A, étant en A, sa vitesse c'est VA, et en B, sa vitesse c'est VB. Et l'énergie cinétique en A, c'est EC de A, et en B, c'est EC de B. Donc, cette variation, c'est EC de B moins EC de A. Mais pendant ce déplacement, cet ensemble de forces qui lui est appliqué effectue un travail. Autrement dit, le travail de F sera égal au travail, par exemple, de F1 plus le travail de F2 plus le travail de Fn. Et lorsque le système est soumis à un ensemble de forces F, de somme F1 plus F2 plus F3 jusqu'à Fn, parce que nous avons dit dès le début que F est la résultante ici de toutes les forces extérieures. Et là, pendant le déplacement de A vers B, chacune de ces forces effectue un travail. Mais il se peut que le travail de F1 soit moteur ou résistant. C'est-à-dire, F1 s'oppose au déplacement ou bien favorise le déplacement. La même chose pour F2. Et lorsque le travail est moteur, je dis bien lorsque le travail est moteur, donc la force F est une force motrice, son travail est moteur. Et dans ce cas, le travail de F est positif. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire si le travail est résistant, donc le W de F est négatif. Et pour cette somme, on aura ici des travaux qui seront moteurs et d'autres seront résistants. Et par conséquent, ce W de F devient maintenant une somme algébrique. Et dans ce cas, le travail de cet ensemble de forces F devient une somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures
et pendant la durée de la variation de A vers B, parce que là, chacune de ces forces F1, F2 jusqu'à Fn va effectuer ici de tous ces travaux devient maintenant la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées. F1, F2, F3 jusqu'à Fn étant les forces extérieures appliquées à notre système matériel. Donc, il en résulte que pendant le déplacement de A vers B, l'énergie cinétique devient ici la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique pour un déplacement de A vers B devient égale, voici cette égalité, et le travail de F revient la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures pendant la durée de la variation. Mais certains peuvent se demander d'où est partie cette constante. Et lorsqu'il s'agit d'une variation, c'est-à-dire que partant d'un état initial pour un état final, et ici la constante ici ne varie pas, donc on aura quoi? Et c'est final moins et c'est initial, la constante va apparaître. Et là aussi, elle va apparaître. Donc, avec ce signe négatif, donc la constante se simplifie. Donc, elle disparaît pour une variation. Donc, et ici, voici la relation maintenant numéro 7 qui traduit le théorème de l'énergie cinétique. Mais ça, c'est pour un solide en mouvement de translation. Et vous devez retenir que pour établir cette relation, nous sommes partis d'abord d'où? De la définition de l'énergie cinétique. Ensuite, nous sommes partis de la relation fondamentale de la dynamique, de force F, et pour un déplacement de A vers B du système matériel, nous avons établi le théorème de l'énergie cinétique. Et pour les cours antérieurs, nous avions déjà vu la relation fondamentale de la dynamique. Nous avons vu le principe d'inertie et le théorème du centre d'inertie. Et ces théorèmes et principes nous permettront de résoudre prochainement les exercices concernant le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Mais avant de nous lancer dans la résolution d'un problème de dynamique, il faut d'abord connaître les étapes pour résoudre un problème de dynamique. Et ces étapes-là sont nécessaires. Sinon, on risque de se casser les coups pendant la résolution d'un problème de dynamique. C'est pourquoi il est nécessaire certaines étapes pour résoudre un problème de dynamique. Et nous allons écrire les étapes. Étape pour la résolution d'un problème de dynamique. Donc, pour résoudre un problème de dynamique, il y a des étapes à suivre. La première étape, d'abord, il faut préciser le système matériel. Le système matériel, pour appliquer le théorème du centre d'inertie ou de l'énergie cinétique, le système matériel doit être un solide indéformable. Ça, c'est la première étape. Il doit être indéformable. Parce que le théorème du centre d'inertie que nous avions vu et le théorème de l'énergie cinétique, le principe d'inertie, nous ne pouvons pas les appliquer sur des fluides ou bien sur un système matériel qui se déforme. Donc, ces relations, ces théorèmes, ces principes ne peuvent s'appliquer que sur des solides en mouvement de translation, je précise bien. Et le solide, avant de traiter un problème de dynamique, cherchez d'abord à savoir, est-ce qu'il s'agit d'un solide indéformable ou déformable? Est-ce que c'est un solide ou un fluide? S'il s'agit d'un fluide, il y a une autre partie de la mécanique qui s'intéresse à ça. On appelle la mécanique des fluides. Mais ici, en classe de terminale,
nous nous intéressons à la mécanique du solide indéformable. En petit 2, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est-à-dire consiste à faire le choix du référentiel. Il faut savoir faire le choix du référentiel pour appliquer le théorème du centre d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique. Vous devez vous assurer que vous travaillez dans un référentiel galiléen. Et pendant les cours précédents, nous avons vu les types de voyons régulièrement en terminale, à savoir le référentiel terrestre ou de laboratoire, le référentiel géocentrique ou le référentiel héliocentrique. Ces trois référentiels sont régulièrement utilisés dans les classes de terminale. Donc, veuillez à préciser le référentiel. Et c'est dans ce référentiel que vous allez choisir, c'est dans ce référentiel que vous saurez que si toutefois le système matériel est animé d'un mouvement de translation ou pas. Et après le choix du référentiel, toujours dans la deuxième étape, il faut associer à ce référentiel un système orthonormé dans lequel vous allez projeter les forces. La troisième étape, c'est de faire le bilan des forces. Faire le bilan des forces, c'est faire l'inventaire des forces. Faire l'inventaire de toutes les forces qui ont du solide. Et ensuite, il faut, après le bilan des forces, après avoir fini de dresser le tableau des forces qui interviennent dans le mouvement, il faut schématiser, c'est-à-dire quoi, représenter ces forces sur un schéma. Et la quatrième et dernière étape consiste ici à appliquer soit le théorème du centre d'inertie ou le principe d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique. Cela dépendra maintenant de la question qui est posée et de l'objectif qui est à atteindre. Et nous allons énumérer de façon succincte ici les étapes. C'est le choix du système. Choix du système matériel. Du système matériel. Je disais, il doit être un solide indéformable. Petit b, ciel. Le référentiel doit être galiléen. Il doit être galiléen. Entre parenthèses, soit terrestre ou du laboratoire. Donc, pour tous les mouvements qui se passent à la surface ou au voisinage de la Terre, de la surface de la Terre, on doit utiliser le référentiel terrestre. Par exemple, le mouvement d'un mobile. Et le référentiel géocentrique, on l'utilise pour les mouvements qui se passent autour de la Terre. Et ce référentiel, le repère du référentiel géocentrique a pour origine le centre d'inertie de la Terre et les axes orientés vers les étoiles ici du système solaire. Mais ces étoiles sont considérées comme étant fixes. Vous avez déjà vu ces notions dans les classes de 11e et de 12e. Et le référentiel héliocentrique. Le référentiel héliocentrique est utilisé pour les mouvements qui se passent autour du Soleil, tels que les mouvements des planètes. Et ici, pour les mouvements des satellites, on utilisera le référentiel géocentrique. Donc, toujours pour les démarches, dans la deuxième démarche, je disais, de faire le choix du référentiel, il doit être galiléen.
c'est-à-dire soit terrestre, soit géocentrique ou héliocentrique. Mais après cela, vous devez associer à ce référentiel un repère orthonormé de projection. Bien entendu, c'est dans ce repère-là que vous devez projeter les différentes forces après le bilan des forces. Donc, dans la troisième étape, c'est faire l'inventaire, faire le bilan des forces. Et après avoir fait le bilan des forces, les représenter sur un schéma. La quatrième et dernière étape, appliquer soit le théorème du centre d'inertie ou soit le principe d'inertie ou soit le théorème de l'énergie cinétique. Voici les étapes ou les démarches pour la résolution d'un problème de dynamique. Et dans les cours prochains, lorsqu'on sera là pour résoudre un problème de dynamique, nous passerons nécessairement par ces 4 étapes. Je résume. Pour résoudre un problème de dynamique, il faut faire le choix du système matériel. Il doit être un solide indéformable. Deuxièmement, faire le choix. Troisième étape, faire le bilan des forces et de les représenter sur un schéma, mais dans un repère orthonormé qui est déjà choisi. Soit ce repère orthonormé choisi peut être le repère de Freinet ou le repère cartésien. Dans le cas d'une trajectoire rectiligne, la meilleure façon ou bien la meilleure manière, c'est de choisir de travailler dans le repère cartésien. Mais lorsque la trajectoire est curviligne, la meilleure façon de travailler facilement, c'est de travailler dans le repère de Freinet. Et après le bilan des forces, il faut les représenter sur un schéma, je l'ai déjà dit. Et en dernière position, d'appliquer en fonction de la question ou des questions posées, d'appliquer soit le théorème du centre d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique ou le principe d'inertie. Par exemple, lorsque dans un problème, on nous demande de déterminer la nature du mouvement, après le bilan des forces, appliquer le théorème du centre d'inertie. Et à travers le théorème du centre d'inertie, on peut déterminer l'accélération du mobile. Et cette accélération nous renseigne sur la nature du mouvement. Et dans un autre problème, ou bien dans une autre question, un mobile dans son mouvement, c'est-à-dire bien dans son mouvement, la vitesse peut varier. Mais connaissant la vitesse à un instant donné, on nous demande la vitesse à un autre instant, sachant que la vitesse varie et l'énergie qui est liée à la vitesse n'est que l'énergie cinétique, on pourra éventuellement utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Je n'ai donné que quelques exemples. Donc, il y a dans quelles conditions utiliser le théorème du centre d'inertie et dans quelles autres conditions utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Mais sachez que lorsque le mouvement est rectiligne uniforme ou bien le système matériel est en équilibre, c'est le principe d'inertie qui est mieux placé à être utilisé. Merci. Et la prochaine séance, nous nous retrouverons pour la résolution des exercices portant sur le mouvement du centre d'inertie. Merci.